Chers auditrices, bonjour à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2018. Au programme aujourd'hui, les ventes au détail du Royaume-Uni et l'indice de confiance de la zone euro qui seront les deux rendez-vous, on va dire, majeurs de la journée. On a quelques nouvelles concernant le Brexit. Je vous rappelle que Theresa May et les 27 autres membres européens se sont retrouvés hier en Autriche et ont discuté surtout de la crise migratoire en Europe, mais également un petit peu de ce divorce du Brexit. Donc a priori c'est pour le moment les négociations sont au point mort. On a la balle qui est renvoyée de chaque côté. Euh, Theresa May qui, enfin déjà on a Donald Tusk qui salue l'avancée, enfin les compromis faits par Londres, et d'un autre côté on a Theresa May qui réclame que les lignes européennes changent un petit peu euh, concernant cette frontière irlandaise qui est le point noir de ces négociations. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui nous avons les 27 membres, enfin sans Theresa May bien évidemment, qui se réunissent pour voilà revoir ensemble leurs lignes, leurs conditions simplement sur cette frontière irlandaise. Peut-être un compromis, on ne sait pas. Il y a pas, on ne sait pas quoi attendre de cette réunion. En tout cas, il y aura une conférence de presse à 15h15 de la part de Jean-Claude Juncker, et ce sera cette réunion qui sera à suivre également pour les Européens. Voilà. Alors, on passe tout de suite à Vertical Mega Cerise que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Didier, que je salue également, Loïc, Frédéric, Raymond, Eliane, voilà, bien le bonjour à vous, hein, chers habitués. Donc comme d'habitude, petit briefing de l'actualité. Au niveau de la guerre commerciale, on a la Chine qui a assuré qu'elle ne dévaluerait jamais sa monnaie pour maintenir à flot ses exportations. Ce matin, on a Pékin qui compte réduire dès octobre le taux moyen des droits de douane sur les importations de la plupart de ses partenaires commerciaux. Donc c'est l'information qui a été annoncée par Bloomberg il y a de cela une petite heure. Brexit, donc comme je vous l'ai dit, on a Donald Tusk qui a salué une évolution positive du Royaume-Uni dans les négociations, mais a demandé à Londres des propositions retravaillées sur la frontière irlandaise et la future relation avec l'UE. Theresa May, de son côté, a demandé aux Européens de renoncer à leurs exigences, je cite, inacceptables concernant le Brexit, et donc les 27 se retrouvent aujourd'hui pour discuter des prochaines étapes des discussions. On a notamment Donald Tusk qui va proposer pendant cette réunion aujourd'hui qu'il y ait un sommet spécialement pour le Brexit qui soit organisé en novembre. Voilà. Et dans le même temps, on a Bruxelles qui exige un accord trouvé pour le prochain Conseil européen qui aura lieu le 16-18 octobre. Donc potentiellement, la prochaine deadline, c'est le 16-18 octobre. S'il n'y a pas d'accord le 16 ou 18 octobre, ce sera le sommet européen que Donald Tusk propose, qui sera la date potentiellement finale pour un accord. Concernant l'Italie, alors si vous aviez regardé le spread hier Italie-Allemagne, eh bien il s'est contracté, hein, il s'est tendu pardon ce spread. On a un marché obligataire italien qui a été un petit peu vendu, le spread qui a pris 10 points de base à la suite de l'annonce de Luigi Di Maio, qui a appelé son ministre de l'économie à plus de souplesse dans la dépense publique afin de pouvoir financer une partie de leurs promesses de campagne. Donc en clair, un déficit plus important. Concernant le Japon, on a le Premier ministre Shinzo Abe qui a été réélu à la tête de son parti ce matin, s'offrant ainsi la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021. Concernant l'Iran, on a les États-Unis qui chercheraient à négocier avec l'Iran un traité qui couvrait à la fois le programme nucléaire et le programme balistique de Téhéran, d'après Brian Hu, qui est le représentant spécial américain pour l'Iran. Concernant la Corée du Nord, voilà, les tensions continuent à diminuer. On a les États-Unis qui ont dit être prêts à reprendre immédiatement les négociations avec Pyongyang pour parvenir au démantèlement complet de son programme nucléaire d'ici à la fin du premier mandat de Trump en janvier 2021. Et d'un point de vue macro, on a, comme vous avez pu voir, le NZD qui surperforme le marché ce matin, encore une fois. Depuis le début de la semaine, les deux devises qui surperforment, c'est l'AUD et le NZD. Donc le NZD ce matin, il est tiré par la publication du PIB qui est ressorti en forte hausse, 1%
de hausse, de croissance au second trimestre, soit bien plus côté 1 qui était de 0,5 et bien supérieur aux attentes à 0,7. Comme vous pouvez constater, on a eu un marché action qui a plutôt reculé hier. Le S&P qui a pris 0,13%, mais à part cela, on a vraiment une baisse du marché action. Le DXY qui a encore une fois inscrit une baisse. Le rendement du 10 ans, alors 3,1, pardon, c'est 3,9. Je me suis trompé, je ne sais pas comment je me suis trompé, mais c'est 3,09 pour ce rendement du 10 ans américain. Donc on a le marché qui continue, le marché obligataire américain qui continue à être vendu. Donc il y a deux explications à cela. Un, l'appétit pour le risque. Deux, on a eu beaucoup d'émissions obligataires corporate en début de semaine. Donc le marché n'a pas forcément envie d'acheter à nouveau des obligations. Voilà, donc rendement du 10 ans américain 3,09%, c'est un plus haut depuis le mois d'avril, il me semble avril ou mai, ce qui illustre bien qu'il y a de l'appétit pour le risque. Le yen qui perd 0,07%, attention à la vente du yen puisque le yen index arrive sur un niveau de support. Le gold hausse, légère hausse, plus 0,07, le Nikkei qui est à l'équilibre et le Shanghai Composite qui recule très légèrement. Et concernant le calendrier économique, donc dans un peu moins de 30 minutes, un peu moins de 30 minutes, nous aurons l'addition des taux de la BNS. Bon, on sait à quoi nous attendre, ça va être un statu quo. On aura notamment un communiqué qui sera publié, et ce sera celui-ci le plus important. À 10h30, les ventes au détail du Royaume-Uni. À 15h15, la conférence de presse de Jean-Claude Juncker, comme vous pouvez constater ici. Voilà. Et à 16h, la confiance des consommateurs de la zone euro. Alors le Brexit, ça a l'air d'être un sacré casse-tête sans solution. La frontière entre les deux Irlandes, l'immigration, le passeport européen pour les banques anglaises. Oui, c'est vrai que bon, après il y a eu quand même les négociations ont pas mal avancé en début d'année et en fin d'année dernière. En fait, là où il y a un blocage, c'est la frontière entre les deux Irlandes, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Le problème, c'est que en fait les deux, les deux régions voilà, les deux parties sont d'accord pour pas mettre en place une frontière physique. Sauf que l'UE exige que dans le contrat du divorce, il y ait dans tous les cas, que ce soit un hard ou un soft Brexit, aucune frontière physique. Alors que Londres ne souhaite pas cette contrainte dans le contrat du Brexit. Elle souhaite être d'accord, le gouvernement britannique souhaite, en cas de hard Brexit, avoir le choix de rétablir une frontière physique. Donc l'UE pourquoi il y a cette divergence? Bien parce que en fait l'argument du gouvernement britannique, c'est que si il n'y a pas de frontière, s'il n'y a pas d'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE, mais dans le même temps il n'y a pas de frontière douanière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, et bien en fait cette frontière douanière elle ne va plus être entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais elle va être entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, enfin le Royaume-Uni est plutôt le reste du Royaume-Uni. Donc en fait, ça va déplacer la frontière et l'Irlande du Nord sera en fait entre les deux, c'est-à-dire elle sera en même temps partie du Royaume-Uni, mais dans un autre temps, elle sera également ça sera la seule région du Royaume-Uni qui sera dans l'union douanière et on peut très bien imaginer que il y ait beaucoup d'entreprises du coup anglaises qui partent délocaliser leur siège en Irlande du Nord. On peut très bien imaginer cela pour justement avoir accès à ce marché unique. Donc voilà, c'est pour ça que il y a cette divergence. Et en fait, le Royaume-Uni, en fait, le point de blocage, c'est pour qu'il y ait une solution, c'est que le Royaume-Uni ait accès au marché unique européen. Si le Royaume-Uni a accès au marché unique européen, cette question ne se posera pas, puisqu'il n'y aura pas de problématique sur l'union douanière. Sur la barrière douanière. Or, si on n'a aucun accord commercial qui est prévu entre le Royaume-Uni ou l'Union européenne, eh bien voilà, ça va être compliqué à ce que le Royaume-Uni et l'UE trouvent un accord. Mais sinon, à part cela, pour ce qui est des banques, etc., tout ça, c'est réglé concrètement. Voilà, en théorie, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, donc pour que les banques aient accès au marché unique européen, eh bien, il faut une entité dans l'UE, tout simplement. Et pareil pour l'immigration. L'immigration, forcément, il y aura pas de, ça va être plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Royaume-Uni
principalement pour cette raison que les Britanniques ont décidé de partir du Royaume-Uni. Donc voilà, si on a un hard Brexit, bien évidemment, il y aura moins d'immigration vers le Royaume-Uni parce que les frontières seront forcément renforcées entre l'UE et le Royaume-Uni. La Suisse a une économie florissante. Pourquoi le taux est négatif de 0,75%? Eh bien, pour soutenir l'inflation, tout simplement. L'inflation qui est nulle, enfin nulle. Non, elle n'est pas nulle, elle est en légère progression, elle est à 1,1%. Mais voilà, avec, comme vous l'avez dit, une économie qui est florissante. Donc en fait, on n'a pas assez de pression inflationniste. Et pour justement créer des pressions inflationnistes, il y a une économie qui est boostée par une politique monétaire ultra accommodante. La BNS, par rapport à son PIB, si on remet dans un contexte, si on compare le bilan de chaque banque centrale par rapport au PIB de leur pays, la BNS, c'est la banque centrale parmi les majeures, hein, je ne parle pas des émergents, etc., mais c'est la banque centrale la plus accommodante. La BNS détient plus de 121% du PIB suisse. À titre de comparaison, la BOJ, qu'on entend beaucoup parler, on parle de monnaie hélicoptère, voilà, la BOJ, c'est celle qui rachète tout. Voilà. On se pose même une question si elle ne rachète pas des actions américaines. La BOJ, elle détient, à titre de comparaison, pardon, à peu près 90-95% du PIB japonais. La Fed en détient 20, la BCE en détient 40. 40% du PIB de la zone euro. Voilà, donc imaginez, en comparant par rapport voilà, à la taille du pays, la BNS, elle est la banque centrale qui, eh bien, par rapport au PIB, achète finalement, oui, achète le plus. Alors, est-ce que je reste sur la même position sur la SDN? Ma réponse, c'est oui. Pourquoi? Eh bien, regardons. Alors déjà, notez que le NZD surperforme de loin le marché alors que toutes les autres devises sont globalement à l'équilibre. Bon, on a une légère hausse de l'euro, du GBP, du franc, mais vous voyez que globalement, on n'a pas non plus une forte progression. Par contre, le NZD plus 0,56%, là, c'est quand même assez important. Et donc pour le yen, voilà, moi le yen, je me base sur cet index. Le yen index est dans un range depuis, vous voyez, le mois de avril-mai, dans un range. En bas de ce range, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, ma perspective, elle est haussière. Et puisqu'on y est relativement proche, on n'est pas encore, donc la marge de baisse, il y en a encore une, mais elle est relativement faible. Eh bien, tant qu'on est dans ce range, honnêtement, je reste neutre sur, comment dire, voilà, du moyen terme. À court terme, je préfère me positionner dans le sens du cours dans ce range, c'est-à-dire à cette résistance, je préfère penser aux prises de bénéfices des positions longues sur le yen, voire même le shorter. Et en bas, je préfère l'acheter, ce yen. Donc que ce soit surtout face au dollar, parce que le dollar, encore une fois, voilà, je le répète à tous les points de marché, donc c'est un peu répétitif, mais tant que le dollar se situe sous cette oblique baissière qui est la borne haute du canal baissier, moi je reste baissier sur le dollar, que ce soit sur de court, moyen terme ou long terme même. Voilà. Donc l'USD-yen, oui, progresse, mais pas parce que le dollar est bullish. Hein. Le dollar yen, il progresse parce que le yen sous-performe le dollar. Mais si on part du principe, si on se fie à l'analyse technique, pardon, le yen, le momentum baissier du yen pourrait ralentir à l'approche du bas de ce range, et donc l'USD-yen devrait continuer à baisser puisque forcément le yen surperformera le dollar si il consolide alors que le dollar est en baisse. Voilà, donc moi le yen, invalidation des stratégies vendeuses de l'USD-yen, c'est si ce yen passe en dessous de ce range. S'il sort par le bas de ce range, de cette zone, hein, plus que cette ligne de prix, c'est cette zone, hein, moi qui m'intéresse. Hein. Donc si on sort par le bas de cette zone, eh bien c'est voilà, annulation des stratégies acheteuses du yen, c'est-à-dire voilà, baissière USD yen, on annulera la stratégie. Donc oui, je reste baissier sur le yen. Et d'ailleurs, vous voyez, on a 112. Donc on en avait parlé lundi. Hein. Lundi, bon, c'était un mauvais point d'entrée. Je pense que la plupart qui sont entrés à la vente à la suite hein, de mon webinaire lundi, eh bien, sont fait stopper. J'ai réitéré donc cette hypothèse mercredi. Alors il me semble que c'est dans mon article, voilà, c'était pas dans mon webinaire. Je ne sais pas si j'avais dans mon webinaire, mais en tout cas dans mon article yen de hier, voilà, je trouve ce point intéressant. Encore une fois, hein, pour les raisons que je viens de vous citer. Stratégie d'invalidation, c'est les 113,17, c'est en fait le plus haut du mois de juillet. Si on passe au-dessus,
on invalide la stratégie vendeuse de l'USD Yen. On peut même mettre un stop un petit peu plus serré pour les un peu plus agressif, c'est-à-dire ce prix de clôture de 2017. Et voilà, tout simplement. Et à noter qu'on a une divergence baissière. Regardez le prix qui va de plus en plus haut, le stochastique qui va de plus en plus bas. Et donc le premier objectif, bon, ça peut être le pivot mensuel pour ceux qui sont sur du très court terme, mais dans l'idée, on vient chercher les 110. Si on a un breakout des 110 qui est le plus bas, vous voyez, du mois d'août, on ira chercher beaucoup plus bas les 108, 111. Voilà, donc moi je suis baissier sur le SD Yen. D'un point de vue trading, stratégie d'invalidation au-dessus, invalidation de la stratégie, pardon, au-dessus des 113,17, au-dessus du sommet de vendredi 20 juillet de cette année. Et sinon, c'est surtout sur ce yen index, si on sort par le bas de ce range, on invalide les positions acheteuses du yen, les positions, la stratégie en fait juste vendeuse de l'USD yen. Voilà, tout simplement. Et en attendant, le dollar, moi, faut connaître mon opinion, hein. Que ce soit le DXY ou ce dollar index qui est équipondéré avec toutes les devises majeures, eh bien je suis baissier parce que techniquement, on peut avoir toutes les raisons fondamentales avec la guerre commerciale qui provoque des pressions inflationnistes, le rythme de hausse des taux de la Fed. Voilà, on peut avoir un tas d'arguments, mais l'analyse technique est de plus en plus en faveur d'une baisse. Et pour répondre à la hausse des taux, au rythme de hausse des taux de la Fed, on a le rythme qui est déjà intégré dans les prix. Si on regarde la probabilité d'une hausse des taux de la Fed, pour deux autres hausses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année, donc d'après CME Group, hop. La probabilité, donc déjà, pour mercredi prochain c'est la prochaine décision des taux de la Fed, hein, 95% de probabilité d'une hausse des taux. Donc le marché a déjà intégré ce scénario dans le marché, dans les prix. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de réaction haussière du dollar à l'issue de cette hausse des taux, à part si on a un changement dans la communication de la Fed et de Jérôme Powell. Si on a Jérôme Powell et la Fed qui sont un petit peu plus, ambitieux, enfin qui semblent en tout cas plus ambitieux, le marché réévaluera ses perspectives. Et pour le 19 décembre, probabilité d'une nouvelle hausse des taux, 83%. Il y a un jour, c'était 77. Il y a une semaine, c'était 79. Il y a un mois, c'était 60. Donc la probabilité qui augmente. Donc vous voyez, 83%, c'est quand même assez important. Et 83%, c'est simplement pour une deuxième hausse des taux avant la fin de l'année. Mais si on compile deux hausses des taux ou plus, c'est 83,2 plus 7,1. Ça fait du 90% de probabilité d'une hausse des taux, d'une probabilité pour deux autres des taux ou plus d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment, c'est pas au niveau du rythme de hausse des taux de la Fed dont on va avoir une nouvelle hausse du dollar. À part si on a la Fed qui dès septembre, là, dès la semaine prochaine, annonce par exemple 5 hausses des taux pour l'année prochaine. Là, dans ce cas-là, oui. Là, dans ce cas-là, on aura un dollar qui sera bullish et à mon avis qui va sortir par le haut de ce canal baissier qu'on voit sur du long terme. Mais à part, dans le cas où on n'a pas cette annonce qui normalement arrive en décembre, normalement les prévisions des taux pour l'année prochaine arrivent en décembre. Bien d'ici décembre, moi je n'envisage pas ce genre de discours et donc voilà, le dollar me semble avoir une perspective baissière au moins pour les prochaines semaines. Donc voilà, Didier qui me dit si jamais la Fed ne fait pas sa hausse des taux la semaine prochaine, comment cela pourrait se traduire ces indices comme scénario? Alors si jamais, non, ça devrait être le cas, hein. Honnêtement, il y a énormément il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas de hausse des taux. Mais partons du principe qu'il n'y a pas de hausse des taux la semaine prochaine de la Fed. Les indices, les indices devraient être bullish. Pourquoi? Après, tout dépend des mots utilisés par Powell et le communiqué de la Fed. Mais pourquoi ça devrait être bullish? Parce que qui dit un moins durcissement de la politique monétaire dit plus de liquidité et la liquidité c'est bon pour les marchés actions. Voilà, donc si jamais on n'a pas de hausse des taux de la Fed, ça sera bullish pour les indices et le dollar sera bullish, sera bearish. Mais même si on a une hausse des taux, c'est pas ça qui va impacter les indices. Les indices américains, on le voit, même la guerre commerciale n'a pas vraiment d'impact sur les indices américains. Donc c'est pas la Fed avec
une hausse des taux qui va impacter. Par contre, à terme, la Fed pose un gros risque, hein, parce que la Fed, c'est la banque centrale qui détient le plus de dettes. Hein, il me semble, si on compare en valeur absolue, en milliards de dollars, il me semble que le bilan de la Fed est le plus important. Donc en fait, la Fed, c'est elle qui a créé énormément de liquidités sur les marchés. Donc vous imaginez bien que si on a moins de liquidité, on a moins de capacité d'investissement de la part des marchés. Le marché obligataire qui va baisser en valeur. Donc on va avoir des rendements qui vont progresser. D'ailleurs, on le voit déjà sur le rendement à 10 ans américain, le rendement à 10 ans qui est à 3%. Donc vous imaginez bien que si ce rendement continue à augmenter, eh bien il y a un moment où le marché obligataire qui auparavant ces dernières années était inondé par la liquidité des banques centrales, eh bien va devenir attractif. Parce que si on a un rendement de 5%, imaginons, sur le 10 ans américain, eh bien, le marché obligataire, pourquoi il irait prendre du risque, enfin, les investisseurs, pourquoi ils iraient prendre du risque à acheter des actions qui sont extrêmement valorisées, alors qu'on a des coupons qui ont un rendement de 5%. Vous voyez. Donc voilà, la baisse de la liquidité, le durcissement de la politique monétaire des banques centrales, mais surtout celle de la BCE, de la Fed et de la BOJ, parce que c'est les trois plus grandes banques centrales en termes de j'ai perdu le mot en français. Donc balance sheet, c'est les résultats, enfin la détention de dette, voilà, en valeur absolue. BOJ, BCE, Fed ont énormément d'actifs dans leur portefeuille. Alors j'ai plus le mot en tête exact, mais donc du coup, si on a un durcissement de la politique monétaire, on a les banques centrales qui liquident peu à peu leurs résultats, enfin leur dette, et donc on a un marché on a une liquidité tout simplement qui baisse. Et qui dit baisse de liquidité dit marché obligataire, mais également marché action sous pression. Voilà. Mais bon, c'est pas une hausse des taux qui va créer un crack sur les marchés. Hein. Ceci étant dit, donc le yen, vous connaissez ma perspective, hein, plutôt bullish à l'approche du bas du range du yen index. Donc l'USD yen, moi je suis baissier. Je suis baissier. À terme, pour viser les 110, voire même beaucoup plus bas. Pour ceux qui sont un peu plus court terme, eh bien, vous pouvez utiliser un pivot hebdomadaire, un pivot mensuel. Voilà, il y a des tas de possibilités. Assurez-vous, en tout cas dans tous les cas, peu importe l'objectif que vous souhaitez prendre, assurez-vous d'avoir un ratio de rendement toujours supérieur ou égal à 2. Donc USD Yen, toujours baissier. Moi, j'ai 4 convictions en ce moment. C'est achat euro, achat pound, achat yen, achat CAD face au dollar. Voilà. Tac. CAD, ouais, qui est sous pression, hein, le CAD. Le CAD index qui est sous pression, mais on a une marge de baisse assez importante. Pourquoi je suis baissier sur les CAD? Parce que si on a un accord de l'ANA, la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, va accélérer son rythme de hausse des taux. Du coup, le spread le différentiel de taux d'intérêt entre la Fed et la Banque centrale du Canada va se réduire, et ce qui est en faveur de la baisse de l'USD4. Simple exemple, vous savez que les banques centrales ont un impact sur le marché obligataire, mais surtout sur les rendements à court terme. Et le 2 ans, c'est généralement le plus corrélé au taux de la banque centrale, au taux des banques centrales. Donc en fait, pour comparer un différentiel de taux d'intérêt des banques centrales, on peut en fait comparer le spread entre le rendement à 2 ans de deux régions. Alors, ça peut paraître du chinois dit comme cela, mais je vais vous faire voir très facilement voilà, tout ça. Alors, on cache tous les indicateurs. Vous allez rapidement comprendre. Vous connaissez de toute façon le spread, hein, maintenant comment ça marche. On va mettre donc comparer. On va juste superposer. Donc là, USD CAD. Donc on va commencer par le 10 ans, le 2 ans américain. Donc US 2 ans moins le Canadien 2 ans. Le 2 ans, c'est ce qui est les rendements à 2 ans, c'est ce qui est le plus corrélé au taux d'intérêt des banques centrales. Le 10 ans, il est un peu moins. Donc là, vous voyez, on a un spread qui est en hausse. C'est-à-dire que l'écart entre le 2 ans américain et le 2 ans canadien s'écarte. Pourquoi il s'écarte? Eh bien parce que oui, on a une banque du Canada qui augmente ses taux, mais moins rapidement que la Fed.
Et c'est pour ça que du coup, l'écart entre les deux taux est important. Et donc, si la Banque du Canada accélère son rythme de hausse des taux, imaginons, elle passe à, allez, disons 5 hausses des taux par an, ce qui peut être possible, hein, c'est pas inimaginable. Hein. Si elle passe à 5 hausses des taux par an, on a le 2 ans canadien qui va rapidement augmenter, et donc, on a ce spread qui va diminuer. Et s'il diminue, eh bien, vous le voyez, l'USD CAD devrait être sous pression. Voilà, donc ça c'est un outil très important hein, pour avoir une idée de l'impact des banques centrales. Vous regardez le 2 ans, enfin le spread des deux ans entre les deux pays. Donc je voulais faire voir également, tac tac. Voilà, donc USD4, pardon. USD4, donc on a ce spread. Et en fait, je voulais juste vous faire voir des indicateurs. On va mettre les indicateurs corrélation, simplement pour vous imaginer. Donc là, on a spread 2 ans. On va mettre un spread 5 ans. Et on va mettre un spread 10 ans. Et vous allez voir lequel a la corrélation, enfin, lequel de ces spreads a la corrélation la plus élevée avec l'USD-CAD. Donc là, on est sur 200 jours. Ah, intéressant de voir que dans ce cas, on a le 10 ans qui est aussi corrélé que le 2 ans. Ce qui est, généralement, c'est le 2 ans. Si vous regardez par exemple entre le 2 ans allemand et le 2 ans américain, on va avoir une corrélation davantage positive avec le 2 ans qu'avec le 10 ans. Parce qu'en fait, les banques centrales ont une influence beaucoup plus importante sur les rendements à court terme que sur les rendements à long terme. Voilà, donc en théorie et dans la pratique, généralement, on a la corrélation entre les spreads à 2 ans qui est supérieure que ceux à plus long terme. Voilà, donc là, c'est vraiment une exception. Enfin, ça me semble être une exception que la corrélation soit autant positive entre le spread à 2 ans et 10 ans. Par contre, vous voyez, à 5 ans, on a une corrélation un petit peu moindre. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez que cette corrélation est importante, que ce soit entre le 2 et le 10 ans. Celle à 2 ans est généralement encore plus importante, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Donc, si on a un accord de l'ANA, parce que c'est ce qui bloque un petit peu la Banque du Canada pour accélérer son rythme de hausse des taux. Si on a un accord, la Banque du Canada va accélérer son rythme de hausse des taux et donc on va avoir une pression sur la SD4. Et moi, mon objectif sur la SD4, vous savez, hein, sur du moyen terme, c'est un retour en bas du canal haussier dans lequel il évolue depuis le début des renégociations de l'ANA. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, c'est tout simplement le bas de ce canal. Donc, c'est aux alentours des 1,26. Voilà, ça varie dans le temps, hein, mais vous voyez, 1,26, 1,27, c'est l'objectif à terme. Hier, on avait parlé, on se posait la question s'il fallait passer à la vente ici au début de la journée. La réponse était non. Par contre, si on avait un retour à 1,30, voire même un petit peu au-dessus, la question pouvait se poser pour viser le S2 mensuel, parce que avec la moyenne mobile à 200 jours, qui est un niveau de support particulièrement important, qui semblerait particulièrement important, eh bien, on avait un ratio de rendement légèrement inférieur à 2, ce qui n'est pas intéressant à mon goût. Donc en fait, tout retour en haut de ce range ici, de ce canal baissier, il y en a un deuxième canal que j'avais montré un peu avant, hein, c'était il y a quelques semaines, avant qu'on ait le breakout. Donc vous voyez, on a un canal, on a un deuxième canal. Donc là, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Du coup, je vais le mettre en orange. Bon, on a deux canaux. On a un canal déjà qui était beaucoup plus bearish au début, au renversement de la tendance. Ensuite, on a eu le breakout ici qui nous permet d'avoir un nouveau canal baissier qui est un petit peu moins, avec un angle baissier un petit peu moins important, ce qui indique qu'on a un momentum qui ralentit. Mais dans tous les cas, on a deux canaux baissiers. Donc voilà, soit on attend le retour en haut de cette oblique pour se repositionner à la vente, ou soit on attend le retour à cette oblique qui est un peu plus lointaine, mais voilà. En tout cas, d'un point de vue stochastique, vous voyez que c'est pas le moment de rentrer à la vente. Nous attendrons que le stochastique soit au moins au-dessus des 50 pour passer à la vente et qu'on ait le fameux croisement. Donc USD CAD,
baissier. GBP/USD bullish. On peut voir que le marché travaille encore cette moyenne mobile à 100 périodes en rouge, hein, qu'on avait indiqué depuis lundi il y a 2 semaines, hein. C'était l'objectif à terme. Qui dit breakout de ce niveau-là, et à mon avis ça va être le cas, hein, très prochainement, pas forcément parce que le GBP va être bullish, mais simplement parce que la baisse du dollar va mécaniquement faire remonter le GBP. Donc voilà, GBP/USD, prochain objectif après cette moyenne mobile, c'est tout simplement le R2 mensuel qui correspond également à un 33,63. Donc en fait, c'est cette zone de prix qui va être importante à suivre. Voilà, cette zone de prix. Donc on a encore une belle marge, hein, de progression. Pour ceux qui sont à l'achat sur le GBP/USD, honnêtement, ça peut se garder. Moi, vous savez, mes projections internes, donc USD CAD baisse jusqu'à 1,26, 1,27, USD Yen baisse jusqu'à 110, Euro Dollar hausse jusqu'à 1,20, GBP/USD hausse jusqu'à 1,35. Ça, c'est mes perspectives pour vraiment du moyen terme. Pour ce qui est du swing trading, on vient chercher en fait eh bien des R1, R2 hebdomadaires, c'est suffisant. Et pour du day trading, eh bien là ça va être encore une exception. Enfin, ça va être encore plus délicat parce que ça va être vraiment la tendance au jour le jour. Et bon, en ce moment, on a la baisse le dollar sous-performe clairement le marché depuis le début de la semaine. Presque toutes les séances, on a le dollar ou le yen qui sous-performe, et à l'inverse, la UD et NZD qui surperforment. Donc le GBP/USD ou l'euro dollar ne sont pas forcément les meilleures paires en day trading depuis le début de la semaine, mais quand même, voilà, c'est toujours en faveur d'une hausse. Toujours en faveur d'une hausse. Donc voilà, haussier sur le GBP/USD. Et donc l'euro dollar, j'y viens tout de suite. Euro-dollar, on vient chaler 1,1733, je l'espère aujourd'hui. Vous voyez que on a de nombreux tests légèrement en dessous, 1,1720, 1710. Voilà, on a une zone de résistance par ici. On a des vendeurs, on a des prises de bénéfices qui s'accumulent de plus en plus vers les 1,17 en fait. Et on voit que le pivot hebdomadaire joue un rôle de support assez important, hein, depuis le début de la semaine. Voilà, donc pourquoi pas payer en cas de retour au pivot hebdomadaire pour viser à nouveau les 1,1733. En tout cas, la perspective, elle est haussière sur l'euro-dollar. Elle est haussière sur l'euro-dollar. Pour ce qui est de l'euro UD et de l'euro NZD, on y vient rapidement. Donc la UD, comme je vous l'ai dit, qui surperforme le marché ainsi que le NZD depuis le début de la semaine. Hein, depuis le début de la semaine, on a une hausse très importante. Si on regarde voilà, l'outil de Finviz, donc là c'est sur un jour. Si on se met sur une semaine, non là c'est un jour. Alors voilà, donc un jour, et là on va se mettre sur one week. Regardez, sur une semaine, NZDUD surperforme, donc c'est une semaine glissante, hein, c'est pas depuis le début de la semaine, hein, c'est sur 7 jours glissants. Donc si on est, aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est par rapport à jeudi de la semaine dernière. Donc une semaine glissante, NZDUD surperforme, USD Yen baissier. Voilà, donc c'est la tendance en swing trading sur laquelle il fallait se positionner depuis le début de la semaine dernière. NZD, GBP euro sur la journée surperforme, et à l'inverse, encore une fois, l'USD et le yen qui sous-performent. Donc le dollar, on le voit que ce soit en day trading ou en swing, sous-performe, ainsi que le yen. Et à l'inverse, ce qui va être devise Como, et même, on va dire, devises européennes quand même, hein, euro 0,67, GBP 0,85, mais on voit bien que les devises Como surperforment sur une semaine glissante. Mais voilà, c'est quand même possible. On a quand même une tendance haussière sur le GBP et l'euro. Donc que ce soit en day trading, en swing ou même sur du moyen terme, honnêtement, les tendances sont alignées en ce moment. C'est haussier devises Como, haussier euro. Alors pour du long terme, je ferai attention sur les positions longues sur les devises Como. Je pense que c'est encore, voilà, la guerre commerciale est encore très influente, même si on n'a pas eu vraiment de réaction négative sur ces devises avec l'escalade en début de semaine. On n'est pas à l'abri que si on a un tweet inattendu de Donald Trump, on ait une baisse. Parce que on peut dire que la hausse de ces devises Como en début de semaine, pourquoi le marché n'a pas vendu la NZD en début de semaine? Eh bien parce que finalement, je dirais pas que c'est une annonce positive qu'on a eue en début de semaine, mais on va dire que c'est moins pire ce que le marché était en train de pricer. Donc forcément, on a une réaction positive. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, lundi, on a Donald Trump qui a annoncé 10% et non pas 25% comme c'était initialement prévu de tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Voilà. Donc c'est ce fameux changement de taux entre 10 et 25 qui est probablement la raison
de la hausse de ce NZD et de la UD. Voilà, donc euro AUD, euro NZD, c'est sous pression à court terme parce que voilà, on a un rebond de la UD et du NZD, mais je reste quand même avec une perspective baissière sur la UD et le NZD. Il suffit de regarder la UD index et le NZD index, c'est dans une tendance baissière, à l'inverse de l'euro. Ouais, donc la UD, on a un fort rebond, le NZD également, mais est-ce que pour autant il faut payer le NZD et la UD sur du long terme? Je ne pense pas. Donc voilà, je serai prudent sur l'achat AUD et le NZD de moyen ou long terme. Ça s'achète sur du court terme, on le voit, mais pas sur du moyen terme. Donc c'est pour ça que personnellement je privilégie les devises européennes face au dollar parce que c'est en fait ceux qui me semblent avoir le potentiel le plus intéressant, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. Donc en fait les moins risqués. Enfin c'est mon opinion en tout cas. Pour ce qui est de l'Eurostoxx, on voit qu'on a une légère hausse, 3380 pour l'Eurostoxx. Poursuite de la hausse, vous voyez que ça fait une semaine qu'on est, même depuis vendredi 7 septembre, donc 2 semaines presque de hausse pour les marchés européens. Rien ne semble les stopper à court terme. On dépasse le R1 hebdomadaire. Prochain objectif à court terme, ça sera le R2. Vous voyez qu'on teste également 50%. On a clôturé sous la moyenne mobile à 50 séances hier. 50 hier et ce matin on ouvre dessus et le marché continue à payer les actions européennes. Donc là la prochaine résistance c'est oui le R2 hebdomadaire qui correspond également à 61, 62 on va dire % de retracement de cette impulsion baissière, c'est-à-dire 3400 pour faire large. Entre 3390 et 3400, c'est la prochaine résistance. En fait, c'est la résistance intraday de l'Eurostoxx 50. Donc, hausse des marchés européens, alimenté par la hausse des cours de pétrole. Que fait le fameux spread Italie-Allemagne? Italie-Allemagne, donc vous voyez, il perd 2 points de base. Il avait rebondi hier, vous voyez un petit peu, mais concrètement, la tendance est baissière depuis le début du mois, donc ça rassure les marchés. Enfin, ça montre que le marché quand même, regagne confiance dans le marché, dans les actifs italiens, et donc dans la politique du gouvernement italien. Et c'est probablement ça qui alimente la hausse, avec bien évidemment la baisse des incertitudes concernant ces guerres commerciales. En tout cas, on le voit, le Shanghai Composite qui rebondit. Mais si vous regardez vendredi 7 septembre, point de bas, 7 septembre, point bas, 3 septembre, point haut. Finalement, le 7, on était déjà là. Voilà, donc on a un regain de confiance des actifs italiens, mais deux, également, on voit un regain d'appétit pour risque d'un point de vue général, donc la guerre commerciale qui, à court terme, n'a plus vraiment d'impact négatif sur les marchés. On voit la UD, le NZD qui rebondissent, le MSCI Emerging Market qui rebondit, le CRB Index qui rebondit, même le Shanghai Composite rebondit. Voilà, après, c'est pas un rebond, je pense pas qu'on a fait le point bas, parce qu'on est encore pas au début de la guerre commerciale, mais je pense qu'on est encore loin de la fin. Hein, c'est vraiment, ça semble être le défi de Donald Trump, réduire la balance commerciale américaine. Et à mon avis, il ne cédera pas cette guerre commerciale tant que la balance commerciale ne se réduira pas. Donc, pour moi, l'indicateur vraiment avancé de ce que va faire Trump, c'est le déficit commercial américain. Tant que le déficit commercial augmentera, si c'est pas la Chine, ce sera avec un autre pays qui aura des conflits commerciaux. Mais bon, à mon avis, vu que la Chine, c'est le principal pays qui justifie, enfin c'est le plus important pays qui justifie ce déficit commercial américain, eh bien je vois pas pourquoi Donald Trump lâcherait la Chine du jour au lendemain. À part si encore une fois on a le déficit entre États-Unis et Chine qui se réduit pendant voilà un bon bout de temps. Et là dans ce cas-là, il pourrait probablement estimer que c'est une victoire et donc voilà, il passerait probablement à autre chose. Donc voilà. Aussi pour les marchés actions européens à court terme, le CAC qu'on voit qui rebondit vraiment très très bien. Voilà, donc c'est aussi, faut se positionner dans le sens de la tendance, je pense. Faut se positionner dans le sens de la tendance. Pivot mensuel, donc là on va avoir une prise de bénéfice quand même assez importante. Outre ce pivot mensuel, donc quelle autre résistance? Vous voyez, c'est ce sommet là, ce petit sommet. 5430, pivot mensuel 5410. Donc voilà, peut-être probable hausse jusqu'à 5430 en intraday pour le CAC 40. Et le DAX,
Là, vous voyez, ça rebondit également. On vient chercher la moyenne mobile à 100 séances, qui est en orange, qui est à 12 300. Vous voyez à peu près. 12 290 et quelques. 12 299,8. Donc c'est 12 300. Donc on a 70 pips de hausse pour les indices européens. Alors je vais faire un tour de vos questions. Voilà, donc non, j'ai déjà tout répondu. Voilà, parfait. Ah, s'il reste du temps, une analyse de l'US brut en UT 1 heure et UT 15 hier, j'ai pu faire un beau trade sur cet actif. Les stocks de pétrole 730 m'ont bien aidé. Donc vous étiez probablement haussier sur les stocks, j'imagine. Donc voilà, haussier des marchés européens. On passe sur le brut et le Brent. Brent. Alors moi, je reste baissé sur le Brent tant que le Brent et le brut en fait n'ont pas des signaux qui convergent. C'est-à-dire que tant que le Brent est sous 80 $, personnellement, je vois pas de raison de payer le pétrole. À la rigueur, payer pétrole à la moyenne mobile à 200 séances, ça semble logique puisqu'on est techniquement dans une tendance haussière matérialisée par ce canal et cette moyenne mobile. Donc à la rigueur, vous me dites acheter la moyenne mobile à 200 séances, d'accord, ça me semble cohérent puisqu'on est dans une tendance haussière. Mais là, acheter le Brent alors qu'il est sous 80 $, il y a, enfin, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de risques de baisse que de hausse, même si on est dans une tendance haussière dans le fond. Donc, voilà, pas d'achat à 80 $. Par contre, si on a un breakout au-dessus de 80-50, vous voyez que c'était le plus haut intraday du jeudi 17 mai, 17 mai ou le 22, je ne sais pas exactement. Bon, en tout cas, c'était le plus haut de l'année en intraday. Si on a un breakout au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas acheter? Parce que là, on pourra mettre une stratégie de breakout. Mais acheter le Brent sous 80 $, ça me semble extrêmement. Oui, ça me semble risqué finalement. Par contre, on a le brut qui émet un signal de breakout. Mais bon, c'est pas convergent encore avec le Brent. Donc à la rigueur, le brut, pourquoi pas, voilà, techniquement le payer jusqu'au sommet vers un peu en dessous de 74 $. Vous voyez, on a une résistance ici. On a une résistance à 72,96. Pourquoi pas le payer jusqu'à 73 à peu près, parce qu'on a ce signal de breakout avec un stop sous le récent plus bas. Ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent. Donc on va voir d'un point de vue ratio rendement, je pense pas que ce soit très positif. Stop sous le précédent plus bas, ouais, sous 70 $, 162 pour viser ce sommet 171. Donc non, c'est même pas intéressant, vous voyez, d'un point de vue swing trading. Pour moi, le brut Brent, encore une fois, rien à faire pour le moment, même si on a un breakout sur le WTI. Tant qu'on n'a pas le breakout des 80 $ sur le Brent, on ne pourra pas mettre en place une stratégie acheteuse vraiment de swing trading finalement. Et donc, à la rigueur, le WTI peut s'acheter en cas de retour à 70 $. À la rigueur, à condition qu'on n'a pas un signal baissier du Brent. Si on a par exemple un avalement baissier sous 80 $ le Brent et que le WTI revient à 70 $, on aura un signal extrêmement négatif sur le Brent et bon, une baisse du WTI, mais concrètement sur support. Donc là, il y aura un dilemme à se poser. Est-ce que on donnera plus de crédibilité à l'avalement baissier du Brent ou est-ce que on considérera ces 70 $ du WTI comme un niveau de support intéressant? Là, la question, sera à chacun d'y répondre. Ça va dépendre en fait de la situation du Brent. Si on a le Brent qui consolide sous 80 $, si concrètement on a un Doji par exemple sous 80 $ et que le WTI revient à 70, pourquoi pas acheter le WTI? Si on a un puissant chandelier baissier sur le Brent sous 80 $, en fait sous résistance, que le stochastique se croise, bon, vous voyez un petit peu la situation, je pense vous l'avez imaginé, eh bien ça ne donnera pas un signal très positif pour le brut, même s'il revient, pour le WTI, même s'il revient à 70 $. Donc voilà, je resterai prudent sur les stratégies acheteuses, même en cas de pullback du WTI à 70 $. C'est important sur les cours de pétrole d'avoir des signaux qui convergent entre le WTI et le Brent. Voilà, et vous voyez que les stochastiques à court terme sont assez élevés. Alors il n'y a pas encore de signal baissier, mais on n'est pas à l'abri d'une petite baisse. Et là, vous voyez que bon, on a eu certes le breakout, mais comme ce fut le cas en fait, 4 septembre ou le 12 septembre, on a un nouveau plus haut, mais vous voyez que bon, on a le même genre de breakout. Et donc en UT 1 heure et 15 minutes, pareil, vous voyez que le stochastique se croise à la baisse. Pour ce qui est du Brent, pareil. Alors que c'est au-dessus de 80 le stochastique, ça c'est un signal qui est baissier. Alors c'est peut-être pas suffisant pour rentrer à la vente, mais voilà, moi je vois bien en tout cas Brent, vous voyez, sous 80 $, stochastique court terme qui est baissier. Honnêtement, c'est possible, oui, de mettre en place, je pense, des stratégies vendeuses jusqu'à 70 $ le brut. Et si on a un retour, encore une fois, à ce niveau de prix, il faudra analyser à nouveau le Brent pour voir si on n'a pas un signal extrêmement négatif. Parce que si on a un signal extrêmement négatif sur le Brent,
même si WTI revient sur support, ce sera probablement pas une opportunité intéressante. Philippe me dit bonjour, avez-vous ma question hier? Pouvez-vous répondre? Alors la question d'hier, est-ce que vous pouvez me la répéter parce que je pense pas l'avoir lue ou l'avoir vue de toute façon. Donc la question alors que vous avez posée dans mon webinaire, si oui, dans quel webinaire? Alors, voilà, si vous pouvez me donner un petit peu plus de détails. En attendant, je vais faire l'analyse de l'or. L'or, comme vous savez, corrélé, globalement c'est similaire à l'euro-dollar. Donc si vous êtes aussi sur l'euro-dollar, forcément vous êtes aussi sur l'or. L'or en swing, ça se paye à 1195. Bon, on est bien au-dessus à court terme. Mais voilà, la perspective à court terme, c'est retour au R1 hebdomadaire. Retour au R1 hebdomadaire 1208. Et à terme, on vient chercher 1214. Voilà, encore une fois, le dollar est en baisse. Ouais, DXY en baisse. Donc l'or a des chances de progresser aujourd'hui. C'est en tout cas ce que fait l'euro-dollar. L'euro-dollar, vous voyez, est en hausse. Donc, normalement, on devrait avoir également une hausse de l'or. Donc c'est pas le moment de shorter l'or en intraday. Tant que le DXY est en baisse et que l'euro-dollar est en hausse, l'or ne se shorte pas, même à court terme. Par contre, on peut payer en cas de pullback vers les 1200 $. Pour du court terme, ça peut être intéressant. Donc j'attends la question de notre ami Philippe. En attendant, je fais une analyse du DXY parce qu'on a fait l'analyse du dollar US équipondéré, mais pas le DXY. Donc voilà le DXY. Sous nuage Ishimoku, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances. Au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances. Alors je vais remettre. Voilà. Stochastique en baisse, RSI en baisse. Voilà, donc c'est concrètement momentum baissier indiqué par ces oscillateurs. On est sous la moyenne mobile à 20 jours, qui est la moyenne mobile à court terme, en fait, qui peut donner l'indication de la tendance à court terme, donc tendance baissière. Si on a le breakout de ce plus bas, vous voyez le plus bas d'août, ici. Si on a le chandelier baissier qui clôture en dessous de ce support, signal baissier jusqu'à 93 et 93,70. Bonjour, que pensez-vous de la pertinence des volumes en scalping? Alors, si vous parlez des volumes, je m'en doute que vous parlez du DAX ou du CAC en scalping, parce qu'il n'y a pas de volume sur le Forex. En tout cas, les volumes sont des estimations, enfin, sont des volumes propres au broker, parce qu'il n'y a pas de, vous savez que le Forex c'est pas centralisé, il n'y a pas de place il n'y a pas un SRD comme par exemple pour le CAC 40, la Bourse de Paris, où tous les ordres passent par un même endroit. Il n'y a pas de point central dans le Forex, donc on peut pas savoir les volumes exacts. Donc oui, pour le DAX, les volumes pertinents. Alors déjà, il faut savoir que les volumes étaient pertinents dans le passé et perdent en pertinence depuis voilà le début du XXe siècle finalement. Donc déjà les volumes, que ce soit en swing, etc. C'est quelque chose qui donne une indication, mais ce n'est plus quelque chose d'indispensable. En scalping, je pense encore moins, honnêtement. Parce qu'il suffit qu'il y ait un ordre important et ça vous biaise encore une fois tous vos volumes. Si on a un NFP, forcément les volumes seront extrêmement importants. Donc les volumes, d'un point de vue swing trading, c'est quelque chose qui va renforcer une conviction, mais c'est pas quelque chose d'indispensable. Alors pour scalping, enfin, je suis pas un spécialiste du scalping, comme vous le savez, mais je ne pense vraiment pas que ça soit quelque chose d'important en scalping. Alors Philippe qui me demande, pour la construction d'une position, est-il logique de rentrer avec peu de position et d'augmenter sa pause quand on a confirmation de sa conviction? Le problème, c'est que la distance stop se réduit en fin de pause car on arrive à l'objectif. Avez-vous un avis sur l'équilibrage de la pondération des pauses? Alors, ce que vous me parlez, ça me fait penser à la pyramidalisation des positions. Si c'est le cas, est-ce qu'il faut en fait scinder ses entrées, c'est-à-dire rentrer un moment, puis rentrer un petit peu après, etc. En fait, accumuler les positions? La réponse c'est oui. C'est le meilleur moyen de trader les tendances. C'est-à-dire que dès que vous avez une tendance, vous rentrez quand vous avez votre signal haussier. Bien évidemment, vous anticipez pas un signal. Ça, c'est important de ne pas anticiper un signal. Par exemple, si vous avez une épaule tête épaule,
vous n'allez pas shorter. Déjà, on peut parler d'épaule tête-épaule que quand on a la cassure de la ligne de cou. Je vois souvent des gens qui parlent d'épaule tête-épaule alors que la pattern n'est toujours pas complétée. Donc ça, c'est pas possible de dire que c'est une épaule tête-épaule. Donc si vous essayez d'anticiper la cassure de cette configuration pour que ça donne une épaule tête-épaule, la réponse c'est non. Par contre, dès que vous avez vos signaux dans le sens de la tendance, oui, vous pouvez les accumuler. C'est pas parce que vous avez une position acheteuse sur le Nasdaq depuis le début du bull market, donc depuis le point bas de la crise, c'est-à-dire depuis 2009, que vous ne pouvez pas rentrer à nouveau. Vous pouvez très bien les accumuler, ces positions. Par contre, n'accumulez surtout pas de positions vendeuses. Ça, c'est une des pires erreurs à faire. Vous pouvez accumuler dès que vous avez des stratégies qui sont gagnantes. Par exemple, vous avez l'euro-dollar, vous êtes à l'achat, imaginons depuis les 1,15, votre stop est à votre break-even, à votre point d'entrée, donc vous n'avez plus de risque sur cette position. À la rigueur, si le cours se retourne, vous ne perdez rien. Donc là, à la rigueur, dès que vous n'avez plus de risque sur une position, vous pouvez en ajouter une nouvelle. Mais n'ajoutez pas une position n'importe comment. Attendez toujours l'indication de vos indicateurs, de vos signaux, et surtout n'accumulez pas de positions qui sont perdantes. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, Philippe. Olivier qui nous dit d'accord, merci. Mais pour faire du price action et avoir un signal pour confirmer une cassure ou rebond sur résistance, quel indicateur pourrait aider? Alors moi, le meilleur que je trouve, hein, c'est Market Profile. Maintenant, Market Profile, c'est pas vraiment disponible aux particuliers. Le Market Profile, enfin, c'est extrêmement cher. Market Profile, carnet d'ordre, ces genres de choses permettent d'avoir un peu plus de conviction. La volatilité, simplement, la volatilité permet de renforcer une conviction. Par exemple, si on a un breakout sans volatilité avec un faible chandelier, avec un corps de chandelier qui est plutôt petit, ça par exemple, ça va remettre en question le breakout. Par contre, si on a un breakout avec un chandelier extrêmement important, comme par exemple celui-ci, vous voyez, là par contre, il n'y a aucun doute que le breakout est validé. Si on a un breakout avec, par exemple, ce genre de chandelier, ça remet clairement en cause le signal. Hein. Raymond qui me dit question volume. J'ai un peu suivi un cours de scalping Market Profile qui se basait principalement sur les volumes. Exactement, Raymond. Voilà, Market Profile, voilà, ça peut aider. Et d'ailleurs, le Market Profile, vous avez globalement une idée. Alors, en tout cas, en swing, c'est pertinent sur la plateforme PRT. Enfin, vous avez les Market Profile de chez IG et c'est globalement corrélé à ceux du futur. Donc voilà, vous avez une indication. Volume par niveau de prix. Volume par niveau de prix. Ah, pardon, là je suis sur l'or, donc forcément ça ne va pas marcher. CAC 40, voilà. CAC 40, vous avez les volumes. Donc vous pouvez en être en 1 heure, en 1 minute, etc. Vous allez avoir l'état des volumes. Maintenant, est-ce que en 1 minute, ces volumes par niveau de prix sont corrélés à ceux du contrat futur? Ça, je ne sais pas. Alors, CAC, on va mettre le contrat octobre. Voilà, donc là, vous pouvez avoir une idée du volume. Par contre, ces volumes, je ne sais pas si c'est volume du contrat futur, donc les open, enfin oui, les volumes, ou est-ce que c'est le volume des contrats, enfin des positions réalisées par les clients IG. Ça, c'est la question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Alors peut-être dans la description de l'indicateur. Non, donc on n'a pas d'indication. Nous n'avons pas d'indication si c'est les volumes. Mais bon, de toute façon, ça peut vous donner, dans tous les cas, une idée. Donc voilà. Donc forcément, si on a une cassure sous un niveau où il y a des volumes extrêmement importants, on a on a une marge de baisse assez importante. Par contre, si on a un breakout, mais qui se fait juste au-dessus, enfin un breakout baissier qui se fait juste au-dessus de volumes importants, eh bien, il faudrait peut-être attendre finalement que ces volumes soient dépassés par le prix pour passer, eh bien, à la vente. Donc
que pensez-vous de ma question de Raymond? Donc, question de volume, j'ai un peu suivi un cours de scalping market profile qui se basait, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie, non, batterie qui, plus que 16 minutes de batterie. Alors, j'ai un peu suivi un cours de scalping market profile qui se basait principalement sur les volumes. Oui, c'est ça. De toute façon, le market profile, le carnet d'ordre, ça va vous donner un ordre d'idée sur, un ordre d'idée, même un ordre d'idée très précis sur les volumes réalisés sur des contrats futurs. Alors, Didier qui nous dit, alors, pardon. Alors, merci à lundi, cet après-midi, je monte à Paris pour ce soir, la soirée IG, et demain, la salon du trading. Mais écoutez, parfait Didier, je ne serai malheureusement pas là pour ces deux événements, mais j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer à un moment, chers auditeurs et auditrices. Je sais qu'il y a un grand événement qui sera probablement organisé par IG l'année prochaine, début d'année prochaine. Donc voilà, je n'ai pas plus d'annonces là-dessus. Alors je réponds aux dernières questions. Merci, mais on se retrouve avec un nombre de contrats élevé pour un objectif proche. C'est cela le souci du levier. Ne peut-on pas entrer avec un nombre supportable de contrats en étant loin d'objectif avec un stop éloigné plus tôt? Alors, alors, c'est pour ça que l'effet de levier, faut pas en utiliser un trop important, parce que forcément, plus vous allez utiliser un effet de levier important, et moins vous allez avoir de marge par rapport au niveau du prix. Hein, si le prix, par exemple, si vous utilisez un effet de levier, imaginons 200, vous n'avez aucune marge de enfin, le prix ne peut quasiment pas bouger. Enfin, s'il bouge la moindre fluctuation en votre défaveur, vous allez être stoppé par votre appel de marge. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser un effet de levier trop important. L'effet de levier, encore une fois, faut savoir l'utiliser. Trader, c'est bien. Trader avec un effet de levier voilà, commencez par un très faible effet de levier. Et quand vous réussirez, en fait, un effet de levier, c'est une difficulté. Hein. Plus vous allez mettre d'effet de levier, plus il va falloir être juste dans le timing d'entrée. Voyez cela comme cela. Donc voilà. Si vous utilisez un effet de levier trop important, il faut que votre point d'entrée soit parfait. Ce qui est pas forcément, ce qui est pas simple à avoir. C'est pas de la chance, mais faut énormément de probabilité de son côté. Donc voilà, commencez avec un effet de levier plutôt faible. Tout dépend de votre capital de trading, mais voilà, une fois que vous allez vraiment comment dire avoir des très bons résultats avec un effet de levier faible, alors la question d'utiliser un effet de levier un peu plus important se pose. Mais tant que voilà, c'est comment dire, vos résultats sont mitigés avec un effet de levier important, réduisez l'effet de levier. L'effet de levier, si vous réduisez l'effet de levier, bon certes, vous allez avoir forcément une position moins importante, mais au moins vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et voilà, c'est ce qui compte. Avant de vouloir gagner voilà, énormément, il faut savoir gagner un petit peu et même ne pas perdre d'argent. Donc voilà. Bonjour, est-ce qu'il y aura également une conférence à IG Lyon? Alors il me semble, si on va sur IG France, vous allez avoir le roadshow, conférence gratuite, eh bien non. Non, je sais que en fait ces événements ont changé. Enfin, ces événements, en fait, l'équipe IG a changé un petit peu les localisations, pardon, de ces événements parce qu'en fait, on a l'habitude, enfin, ils ont l'habitude de le faire, oui, dans ces grandes villes, Lyon, Lille, Paris, voilà, Marseille, etc. Donc, ils ont décidé, voilà, pour une fois, de changer un petit peu pour donner l'opportunité à d'autres personnes de voilà pouvoir venir. Je sais qu'il y a eu un roadshow en début d'année où c'était les grandes villes comme Paris, voilà, Paris, Lyon, etc. Toutes ces grandes villes. Donc non, là il n'y en a pas de prévu à Lyon cette fois-ci. Il y en aura très probablement un prochain roadshow l'année prochaine. Mais donc voilà, de toute façon il y en a un petit. Enfin, vous voyez, c'est globalement sur une carte. Lyon, bon, vous en avez un. Grenoble, c'est pas non plus extrêmement loin. Donc voilà. Oui, tout à fait, ce timing qui est important. Donc pour vous, la base, c'est l'analyse en journalier. Oui, moi, de toute façon, la base d'un analyse technique, c'est l'analyse en journalier. Hein. Vous lirez n'importe quelle analyse technique, livre d'analyse technique. L'analyse sur une unité de temps journalière, c'est
on va dire, la base. Après, vous pouvez, si vous faites du scalping, vous diminuez petit à petit. Vous allez ensuite sur du horaire, vous mettez vos supports, vos résistances. Ensuite, vous allez sur voilà, l'unité de temps de votre choix, 5 minutes, 1 minute, je ne sais pas lequel vous intéresse le plus. Mais on va dire que le journalier, enfin, pour moi, et pour pas mal de livres d'analyse technique, hein, pour tous ceux que j'ai lus, honnêtement, analyse technique sur graphique journalier, c'est l'unité de temps de base. Bon, après, il y en a sûrement qui gagnent en trading sans faire d'analyse technique sur graphique journalier. Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle, hein, sinon tout le monde gagnerait sur le marché financier. Mais voilà, l'unité de temps journalière me semble être l'unité de temps de base, en fait. Quand on ouvre un graphique, pour moi, c'est l'unité de temps que je regarde dans un premier temps. Et ensuite, je regarde soit plus long terme, soit du plus court terme. Mais certes, mais pas pour du long. Ah, mais certes, mais pour du long terme. Bon alors, moi quand je parle d'analyse sur les temps journalières, c'est pas forcément du trading sur les temps journalières. On peut faire l'analyse sur les temps journalières, ensuite faire une analyse sur du horaire, et ensuite faire l'analyse sur du 15, 5 minutes, 1 minute, voilà, peu importe. Et pour moi, avoir une idée de la tendance sur un graphique journalier est important, peu importe votre stratégie de trading. On va dire que le scalping, ça l'est peut-être un petit peu moins parce que vous allez prendre 1, 2 pips, 3 pips, voilà, peu importe. Enfin, ça dépend le produit que vous traitez, mais voilà, vous allez prendre quelques pips et vous allez sortir. Donc, on va dire la tendance qu'il y a sur ce dernier mois, ça importe peu, mais quand même, c'est bien d'avoir une idée finalement de l'état du momentum. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour votre journée de trading. Vous retrouverez Yoav Nizar tout à l'heure à 13h, hein, vous savez, le nouvel horaire de son point de marché qui est à 13h. Et voilà, et sinon moi vous me retrouverez personnellement demain pour mon dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain et soyez prudents.